Aujourd'hui, le squad, on va parler d'un sujet qui fascine, intrigue et surtout qui fait la différence sur le terrain, la vitesse. Je suis en compagnie de Jérémy Thiebaud, entraîneur spécialisé en sprint et en vitesse, qui a consacré sa carrière à comprendre et optimiser ce qui fait qu'un sportif va plus vite que les autres. Dans cet épisode, on va vulgariser les concepts de technique, de planification, d'entraînement pour que tout le monde comprenne comment devenir plus rapide. Jérémy, bienvenue sur le podcast du Squad de la Performance. Peux-tu te présenter rapidement à ceux qui ne te connaissent pas ? Merci de m'avoir invité déjà. Je m'appelle Jérémy Thiebaud, 35 ans. Je suis originaire de Clermont-Ferrand, là où je suis très souvent, même si je suis un peu partout en même temps. J'ai été en premier lieu, en fait, je viens pas du monde du sport à la base. Ma première vie professionnelle, ça a été dans l'ingénierie mécanique pendant 10 ans, principalement chez Michelin et chez des sous-traitants, là où j'ai fait mes études de base. Et à 25 ans, j'ai eu la possibilité de faire ma passion mon métier. Et donc j'ai repris les études à un niveau 0-0, un BPGEPS. Et après j'ai monté les échelons petit à petit avec des formations au début des diplômes fédéraux, des diplômes d'État, des diplômes universitaires, des diplômes et des certifications avec des compétences que je voulais acquérir dans des choses qui étaient toujours liées à la vitesse, mais certaines liées à la préparation physique, d'autres à la nutrition, etc. Ok. C'est marrant que tu me parles de ça parce que j'ai interviewé Pierre-Antoine Raffaelli, qui est un préparateur physique du water-polo du Cercle des nageurs de Marseille et qui, pareil, a eu une autre vie avant d'être préparateur physique. Il était pas mal sur les navires, etc. Et c'est intéressant de voir que on peut, si on le souhaite, avec des efforts, avec pas mal, j'imagine, de remises en question, pouvoir après vivre de ce métier-là dont tu vas nous parler. Si je te dis que certains naissent rapides et d'autres non, est-ce selon toi un mythe ou une réalité ? Les deux en même temps, car en fait quand tu es rapide, c'est déjà quand tu commences à avoir 15, 16, 17 ans. Et tu peux avoir une génétique qui fait que tu as une longueur de membres inférieure, un tronc assez court, une angulation de la tête du fémur différente d'une autre personne, des muscles plus courts, des tendons plus longs, les fibres rapides, lentes, etc. Oui, ça c'est génétique, mais après tout ce qui va être fait dans la petite enfance, dans l'enfance, elle est aussi extrêmement importante. Et du coup, on peut pas enlever ça à la performance d'un adulte. Je ne suis pas sûr que Usain Bolt serait Usain Bolt s'il avait été assis sur un canapé avec un écran toute la journée. Ouais, et puis parce que malgré tout, lui, c'était un athlète qui avait une scoliose et qui a sûrement fait certaines choses pour en arriver là. Et comme tu l'as dit, il y a parfois des prédispositions liées aux parents. On voit des athlètes qui ont des parents qui ont été aussi eux-mêmes athlètes par le passé. Et effectivement, ils partent peut-être avec un avantage, mais l'aspect travail fait la différence. Pour autant, toi, tu es issu du monde du sprint. Aujourd'hui, on voit que dans le 100 mètres, tu as des sprinteurs qui abaissent leur chrono en dessous du 10 secondes. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'un sprinter il arrive à atteindre ces chronos-là et que d'autres restent plafonnés aux 11-12 secondes ? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 2020, en sprint, c'est ça, sprint court, sprint long, mais aussi en demi-fond, on a une augmentation moyenne des performances, c'est-à-dire le nombre de personnes qui vont faire moins de 10-50, moins de 10-40, moins de 10-30, moins de 10-20, etc. etc. Globalement au national, mais aussi à l'international. Ouais. En sprint, ce qui ne change pas actuellement, c'est les grosses perfs. Donc, par exemple, sur un 100 mètres, ça va être les perfs à moins de 9,80. Là, depuis 10 ans, elles plafonnent, ou en tout cas, c'est de manière très irrégulière. Okay. Et les performances à moins de 10 secondes ou au-dessus, donc moins de 11, moins de 11,50, moins de 12, elles ont toutes augmenté. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de personnes qui font des performances, alors qu'avant, en fait, il y avait toujours à peu près le même nombre de personnes qui faisaient moins de 11,50, moins de 11, moins de 10,50, etc. Ça peut s'expliquer par le matériel, c'est-à-dire les changements de pistes, avec des pistes plus neuves qui renvoient plus, avec les nouvelles chaussures, même sur le sprint très court 60-100,
Moi, j'ai un doute sur ça. On pourra en reparler. Sur les techniques de préparation physique et de préparation athlétique. Un moins de 10 secondes d'il y a 15 ans et un moins de 10 secondes maintenant n'a pas vraiment la même valeur. D'accord. Ok. Avant, faire moins de 10 secondes, c'était vraiment quelque chose de... Il y avait 50 hommes dans le monde qui avaient fait moins de 10 secondes, etc. Maintenant, je ne sais pas exactement le nombre de personnes qui ont fait moins de 10 secondes chez les hommes, mais c'est beaucoup plus... Il y a de plus en plus d'hommes chaque année qui vont le faire, quoi. Comme un peu les femmes. Avant, une femme qui faisait 10,70, 10,80, c'était une très très grosse performance. Maintenant, il y en a de plus en plus qui arrivent à faire ces performances-là. Et la différence entre une personne qui peut faire 10,50 et une personne qui va faire 12 secondes, ça va être aussi sa capacité à être pliométrique dans son mouvement et à arriver à avoir cette rigidité, cette raideur musculaire, tendineuse, etc. au global de sa chaîne pour pouvoir avancer. Ok, donc on comprend bien qu'il y a un aspect multifactoriel et puis contextuel aussi de l'époque dans laquelle on est. C'est intéressant de voir qu'il y a des endroits où ça augmente, ça s'améliore et d'autres où ça plafonne. C'est toujours la question de où est-ce qu'on a à la limite en tant qu'humain, parce que fondamentalement parlant, on n'a pas évolué depuis des millénaires et que malgré tout, on arrive dans certaines disciplines à améliorer les chronos. Et je pense notamment, c'est vrai que tu parlais aussi potentiellement des disciplines plus endurantes, notamment au marathon ou même au semi-marathon. Il y a eu encore un record qui est tombé récemment. Et j'ai échangé avec Félix Bourg, qui est marathonien de l'équipe de France, et notamment avec cette notion de la plaque carbone qu'on a aujourd'hui dans les chaussures, qui change les choses. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dis-moi si je me trompe, comment c'est foutu en termes des chaussures pour le sprint sur tartan, il n'y a peut-être pas autant d'évolution technologique sur ces dernières années. Alors à la base, en fait, la chaussure, elle est arrivée d'abord pour le marathon avec Nike qui a sorti sa chaussure pour le projet moins de 2 heures avec Eliud Kipchoge. Donc ça, c'était la base. Et puis ensuite, petit à petit, ils ont commencé à les mettre en sprint et maintenant dans les autres disciplines de l'athlétisme. Comment c'est fait la chaussure? C'est que en fait, il va y avoir un mélange entre une plaque carbone rigide et cette plaque carbone rigide, elle va être englobée par une mousse. Et en fait, c'est cette combinaison de plaque carbone rigide plus mousse qui fait que le renvoi et le maintien d'une certaine vitesse spécifique va être plus facile qu'avec une pieds nus par exemple, ou avec une chaussure qui va absorber beaucoup plus. Moi, ce que je constate, que ce soit en tant qu'entraîneur ou en tant qu'athlète moi-même, c'est que pour tout ce qui va être lié à l'accélération brute, voire même à la vitesse maximale, j'ai pas de gain significatif sur mes athlètes, c'est-à-dire qu'on va pas voir forcément des choses changer ou il peut y avoir même certains athlètes qui peuvent être dérangés par cette mousse parce qu'il faut arriver à plier, il y a aussi des bulles, donc la chaussure est plus grosse, elle est plus lourde, les bulles elles s'enfoncent. Par contre, tout ce qui va être lié à résistance de la vitesse, donc tout ce qui va être lié plutôt à la fin d'un 100 mètres, aux 200 mètres, aux 400 mètres, aux 400 et aux 800, etc., etc., etc. Là, on voit vraiment la capacité en fait de rebond de la chaussure. La mousse, elle permet aussi d'absorber mieux l'énergie et de la retransmettre. Donc, il y a moins de courbatures, on peut enchaîner plus les séances, etc. Donc ça, c'est aussi quand on s'entraîne plus, on progresse. Donc oui, les chaussures à plaque carbone, même si elles ont été développées en premier par Nike, et c'est eux les pionniers, maintenant toutes les autres marques s'y mettent. Il y a des personnes qui préfèrent les chez Adidas, d'autres chez Nike, d'autres chez Puma, ça dépend vraiment les types de courses, etc. Et une autre chose aussi que j'ai vue, c'est que ce que j'ai remarqué que les femmes courent quand même plus en cycle arrière que les hommes, donc ont un peu plus de mal à placer leur bassin en rétroversion, ce qui permet d'avoir un genou plus haut pour mieux attaquer le sol. Et cette chaussure carbone permet aussi aux femmes d'avoir le retour de la jambe libre plus facile, donc un genou plus haut, donc une meilleure rétroversion, donc une meilleure efficacité de course. Donc pour moi, la plaque carbone en sprint,
elle a beaucoup plus d'efficience pour les femmes que pour les hommes, Mhm. et plutôt pour les sprints longs, donc 200, 400, E400 on voit vraiment un très très gros avantage. D'accord, ok, c'est intéressant de voir ces distinctions. Si on revient sur l'aspect vraiment vitesse, quelles sont les erreurs que la majorité des sportifs, tous sports confondus, Ouais. font quand ils veulent devenir plus rapides? Alors, ils veulent souvent les sportifs au sens très global du terme. Ils courent comme ils marchent, c'est-à-dire qu'ils vont courir en attaque talon parce qu'ils ont la possibilité, par les running ou leurs chaussures spécifiques, avec des grosses mousses, de pouvoir attaquer jambes tendues et ne pas impacter le calcanéum trop fortement. Donc ça, c'est la première chose. Donc c'est déjà créer de la pliométrie dans la cheville et pas créer une pliométrie qui ne serait pas possible en fait en attaque talon. Un peu comme si vous faisiez de la corde à sauter, bah, vous faites de la corde à sauter forcément sur l'avant du pied. Et essayez de faire de la corde à sauter avec votre talon, c'est-à-dire en levant les orteils, et vous verrez que ce serait assez compliqué. Donc ça, c'est la première chose. Et souvent, les athlètes, quand ils veulent créer de la vitesse, ils veulent mettre beaucoup trop d'amplitude. Et du coup, c'est un mélange subtil, ou à l'inverse, les footballeurs, par exemple, qui veulent mettre beaucoup trop de fréquence. Et en fait, c'est un mélange subtil entre de l'amplitude et de la fréquence. Ni trop de fréquence, ni trop d'amplitude, mais c'est voilà, un mélange qui est propre à chacun. Ok. Et bah, justement, est-ce qu'il y a une technique de sprint qui est universelle ou est-ce qu'il faut s'adapter à l'individu? Alors, il y a une biomécanique qui est universelle, c'est-à-dire que le sprint, il y a trois forces. Il y a les forces verticales, donc c'est le soutien de votre corps. Il y a les forces latérales, donc si on court en ligne droite, on va dire qu'elles sont nulles, même si c'est faux. Et ensuite, il y a les forces qui fait qu'on avance, c'est-à-dire les forces horizontales. Donc le but du jeu, c'est de mettre le maximum de force vers l'arrière pour nous aller vers l'avant. Ça, c'est la base et c'est vrai pour tout le monde. Maintenant, comment arriver à mettre ces forces vers l'arrière tout en restant très vertical? Il y en a, ils vont être très, on va dire, engriffés au sol. Ouais. C'est plutôt la méthode française. D'autres qui vont beaucoup être plus en marteau au sol. Donc ça va plutôt être la méthode américaine. D'accord. Et en fait, c'est en fonction des personnes, des prédispositions, aussi ce que préfèrent faire les personnes ou comment aussi on les a entraînés. Parce qu'il suffit qu'on ait passé avec un entraîneur qui nous a dit bah, il faut faire cette technique-là, il faut faire cette technique-là. Et bah, l'athlète, il va tomber dans cette technique et automatiquement, il va la faire. Donc même si courir, c'est un mouvement qui est inné à tous, courir en sprint, il y a quand même une coordination fine et spécifique. Donc il n'y a pas vraiment de bonne méthode. Il y a une méthode qui est, il faut appliquer les forces vers l'arrière, ça c'est sûr. Maintenant, si vous appliquez des forces avec un gros cycle arrière, que vous ne vous blessez pas et que ça marche, comme Michael Johnson, ok. Maintenant, souvent, ce qu'on peut constater, c'est que quand vous avez votre bassin qui est beaucoup trop antéversé, avec un pelvic tilt important, bah, il y a des risques de blessures beaucoup plus importantes. Il y a moins de place pour la jambe libre de créer de la force au sol, etc. etc. Donc, il faut prendre ces facteurs-là en compte, l'âge de la personne, les blessures, le sport, etc. Ouais. Pour les auditeurs, c'est vrai que l'antéversion, c'est quand ton bassin va partir vers l'avant et donc ça va être, moi j'aime bien donner cette image-là, notamment les hommes comprendront, l'antéversion c'est comme si on voulait se pisser sur les pieds et la rétroversion c'est plutôt quand on a le souhait d'aller viser le plus loin possible. Je pense que l'image sera nécessaire pour certains. On a parlé de sport collectif, tu parlais de football, quand certains vont mettre davantage de fréquence. Et dans les sports collectifs, rares sont les courses en ligne droite, Ouais. c'est davantage de changements de direction, voire éventuellement, il y a beaucoup aussi de sprints en courbe, dit des sprints curviligne. Est-ce que pour ce type de sportifs-là, il faut leur apprendre à courir comme des sprinters, ou est-ce que leur technique, elle doit être spécifique à leur sport? Alors non, il ne faut pas leur apprendre à courir, à les faire courir comme les sprinters, car les sprinters, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont des besoins qui sont très normés. Il y a une ligne à droite, une ligne à gauche, une ligne de départ qui est à 0, une ligne d'arrivée, un départ dans les starting blocks, à 0 km/h, etc. Ce qui n'arrive jamais dans les sports collectifs. Dans les sports collectifs,
quasi tout le temps, l'athlète est debout et la tête regarde le jeu. Alors qu'en sprint, la tête est penchée, il y a un gros déséquilibre avant. Mais la base de la course reste quand même un petit peu similaire. C'est-à-dire qu'il y a des besoins d'accélération, même si l'athlète est en train de marcher ou en train de courir. Donc il y a des besoins de faire tomber ce centre de gravité, de casser l'inertie. Voilà, et de mettre des forces horizontales et de travailler avec l'ensemble de ses segments libres, c'est-à-dire ses deux bras et ses deux jambes, et avec un tronc qui peut arriver à transmettre les énergies, etc. Si aujourd'hui tu as un papa ou un parent qui vient te voir pour son enfant qui a, on va dire, enfant, adolescent, et qui souhaite s'améliorer sur ses capacités d'accélération ou de top speed, de vitesse maximale, est-ce que ça te paraît pertinent quand même de travailler sur des aspects qu'on connaît au niveau de l'athlétisme et du sprint? Alors, en premier lieu, moi j'ai été entraîneur de sprint. Et ensuite, en deuxième lieu, on m'a demandé de faire de la préparation physique. Et c'est là où en fait je me suis tourné vers la préparation physique dans les années 2019. Et depuis, je fais de la préparation physique, exactement comme ce que tu as dit. Il y a des parents qui m'appellent pour des U13, des U16, des U18, souvent en pré-formation quand même, parce qu'ils ont des besoins pour le centre de formation. Donc j'ai pas mal de footballeurs comme ça. Et en fait, le but, c'est déjà de scanner l'athlète, de scanner le footballeur et de savoir qu'est-ce qui ne va pas. C'est-à-dire que je regarde des vidéos. Les parents, ils me disent sur les 3-4 premiers appuis, il avance pas du tout, il se passe rien, il y a tous les autres joueurs qui le dépassent. Donc c'est déjà moi de comprendre qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui va pas dans son corps par rapport à ses besoins. Donc là, il y a une batterie de tests qui peut être assez longue en fonction des besoins. Le premier test que je fais, c'est juste, je lui demande de faire ses gammes, de courir et d'accélérer à fond, une vitesse max. Ça, c'est mon œil, ça c'est le premier test. Et après, en fonction de ce que je vois, de ce que je pense voir, je vais aller sur des tests plus spécifiques, etc. Et ça peut être vraiment très différent. J'ai déjà eu des footballeurs qui avaient une très grosse accélération, mais après une très mauvaise technique pour garder leur vitesse maximale et donc des blessures aux ischio-jambiers. Et à l'inverse, j'avais des athlètes qui avaient plutôt pas une bonne vitesse maximale, mais lancés, ils étaient faciles. Par contre, vraiment charrette au démarrage. Pas le coup, voilà. Et la dernière fois, celui que j'avais vu, je me suis rendu compte qu'en fait, sa cheville, c'était son facteur limitant parce qu'il ne pouvait pas créer de force dans ses chevilles et donc du coup, il ne pouvait pas développer dans sa chaîne musculaire le maximum de puissance avec sa cheville. Donc en fait, ses deux chevilles bloquaient tout. Et donc du coup, il ne pouvait pas arriver à développer. Alors qu'il était fort en saut, en squat, etc. Mais la transmission de l'énergie dans sa cheville ne se faisait pas, donc il ne pouvait pas courir vite, surtout à l'accélération. Ok, et tu parlais donc des gammes. Qu'est-ce que ça t'apporte, toi, dans tes yeux de coach, de voir un footballeur ou un sportif de sport co dans justement cette évaluation-là? Alors les gammes, c'est comme un musicien. C'est comme au foot, faire des jongles, c'est exactement la même chose. Les gammes, ça permet en fait, il ne faut pas faire des gammes pour s'échauffer, ça serait une perte de temps. Il faut faire des gammes pour se dire, chaque gamme correspond à une partie de la course ou une partie d'une partie que je voudrais améliorer. D'accord. Le but de faire un monté de genou, c'est pas de faire monter de genou, c'est de voir si la jambe libre va revenir au bon endroit au bon moment et la jambe qui va impacter le sol, si elle l'impacte bien. Est-ce que le talon touche le sol? Est-ce que le genou est tendu? Est-ce que la hanche est en extension ou pas, etc., etc. Donc moi, en fait, quand je regarde leur gamme, ça me permet aussi de voir les déficiences qu'il peut avoir sur les articulations. Et ensuite, quand je regarde les articulations qui ne fonctionnent pas, je vais voir la chaîne musculaire ou le muscle directement pour voir ce qui fonctionne ou ce qui fonctionne moins bien. Tout à l'heure, tu parlais d'un déficit au niveau de la cheville, donc en flexion dorsale, oui. en flexion. Quels sont les autres prérequis qui sont nécessaires d'un point de vue articulaire pour avoir un sprint de qualité? Alors, la première chose, c'est le pied, vraiment, d'avoir ce que tu disais, cette flexion dorsale, cette dorsiflexion, et d'arriver à transmettre des forces en fait
dans le sol. C'est-à-dire que quand tu vas accélérer, c'est le tibia qui va donner la force horizontale que tu vas mettre au sol. Plus ton tibia il va être orienté vers l'arrière, plus tu pourras exercer de force dans le sol. Donc c'est-à-dire c'est un combo entre ta force verticale et ta force horizontale. Et ton tibia, plus il va être orienté, plus tu vas mettre de force horizontale. Sauf que le tibia, entre le tibia et le sol, il y a ton pied. Et si ton pied, lui, il n'est pas structuré fortement, de manière isométrique principalement, c'est compliqué de transmettre des forces. Donc il y a, si je rentre un peu plus dans les détails, bah, tu vas avoir le long fibulaire, donc de la luxe, tu vas avoir la voûte plantaire, tu vas avoir le tendon d'Achille, tu vas avoir le solaire. Et tout ça en isométrie, il faut arriver à avoir une très grosse force isométrique pour qu'en fait ça soit bloqué et tout le corps ensuite il avance sur ce pied fixe, le corps puisse avancer. Ok. Et d'un point de vue, donc là tu parlais au niveau plutôt du pied et de la cheville, d'un point de vue genou, d'un point de vue hanche, voire Alors, même éventuellement plus haut, est-ce qu'il y a des prérequis à avoir? donc ça c'est le pied. Et ensuite tu vas avoir la hanche. Donc moi je regarde, en premier c'est pied-hanche, et après je vais voir d'autres choses. La hanche, tu regardes un petit peu comment va être la flexion de hanche. Est-ce que le genou peut monter haut ou pas? Et quel va être le ciseau, ce qu'on appelle, les Américains ils appellent ça le ciseau, c'est-à-dire l'angle entre les deux fémurs. Tu peux regarder aussi l'extension du fémur arrière. Ouais. Et souvent, la problématique quand tu es en cycle arrière, c'est que tu vois des fémurs avec des jambes qui sont loin derrière. Tu sais, en tant que kiné, que à bassin neutre, l'extension du fémur, il est de 10-15 degrés. C'est très très peu. Donc si tu vois des fémurs qui sont très loin derrière à 45 degrés, bah, tu te dis qu'en fait, il n'est plus du tout dans sa hanche, mais qu'il est plus haut dans ses lombaires. Donc, ça veut dire qu'il est antéversé. Donc, ça veut dire qu'il n'a plus la capacité d'avoir le genou avant qui puisse monter. Donc, s'il n'a pas le genou avant qui puisse monter, ensuite, il aura peu de place pour appliquer des forces dans le sol. Et tout ça, en fait, c'est un chemin de domino qui fait que si une chose s'améliore, il y a toutes les autres choses qui peuvent s'améliorer, etc. Et je dis souvent, mieux tu cours, mieux tu cours. Et moins bien tu cours, moins bien tu cours, etc. Donc, qu'est-ce que je vais regarder? La hauteur de son genou. Est-ce qu'il est, comme dirait France Bosch, en hip lock? Donc, si je regarde de dos ou de face, c'est-à-dire la hauteur des deux crêtes iliaques, l'extension de la hanche arrière. Moi, ça ne me dérange pas que le genou de la jambe arrière n'aille pas très très loin. On n'a que 10 degrés. Hein. Enfin, ça dépend des personnes, mais on n'a que 10 degrés. Donc, vouloir aller chercher très très loin derrière, ça ne m'intéresse pas forcément. Donc, la hanche et le genou, ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui ont plus de capacité à fléchir brutalement le genou quand le pied revient, et d'autres qui ont un quadriceps peut-être un peu plus raide et qui vont avoir une flexion du genou moins importante. Donc je regarde un peu moins ça, je regarde s'il y a eu des blessures, oui, mais je regarde moins ça, je regarde beaucoup le pied et la hanche. Donc le pied principalement de profil, mais je peux regarder aussi ce qui se passe de derrière sur une supination-pronation, voilà, même si s'il part, s'il s'écrase dedans, c'est pas forcément mauvais, ça peut l'être parce que c'est un manque de force, mais s'il s'écrase, c'est qu'il veut peut-être renvoyer dans l'autre sens, donc il faut que je regarde ça. Un peu comme un basketteur en fait, qui viendrait faire un valgus de genou, mais peut-être c'est juste parce que pour trouver l'élasticité et aller plus haut, ou en haltérophilie c'est la même chose, c'est leur technique qui fait ça. Et ensuite, par contre, sur les 3 axes de rotation de la hanche, là je regarde l'entièreté des rotations de la hanche. Ok. Et si tu décèles plutôt une problématique au niveau du pied et une problématique au niveau de la hanche, est-ce que tu vas t'activer sur les 2 axes de progression ou est-ce que tu vas te dire je vais bouger seulement mes pions uniquement au niveau du pied ou de la hanche? Comment tu procèdes? Quand j'ai le temps, et souvent j'ai le temps, je fais les deux. C'est-à-dire que je corrige le pied et je corrige la hanche avec des exercices plus ou moins spécifiques. Et après, on va courir pour remettre ça dedans, ou on crée des exercices en entonnoir pour arriver à fermer le besoin. Et du coup, l'athlète n'a pas le choix que de faire le mouvement
Et du coup, après, il réalise mieux le mouvement, etc., etc. Et le but, c'est qu'à la fin, quand il va se retrouver sur son terrain de jeu, et ben qu'en fait, son corps est emmagasiné des nouvelles coordinations et qu'en fait, on n'a plus besoin de mettre, je sais pas, des lattes, des plots, une barre muscu, je sais pas, mais que en fait, ça se fasse naturellement. Et justement, au niveau du pied, tu disais qu'il fallait qu'il soit solide, notamment en statique, en isométrie. Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais proposer à un sportif qui a ces besoins-là, d'avoir un pied qui va trop s'effondrer et qui a besoin d'avoir cette rigidité-là au niveau de son pied? Et il peut avoir des exercices tout simples de se mettre assis avec une barre qu'on ne peut pas soulever en isométrie et arriver à créer de la force ici, sachant que avec un solaire, vous pouvez mettre très très lourd. On peut créer énormément de force. Donc il faut vraiment que ça soit quelque chose qui ne puisse pas bouger. Une charge vraiment très très lourde et d'arriver à créer en fait de cette force isométrie avec tous les protocoles d'isométrie qu'on connaît. Mais voilà, ça serait arriver à créer cette cheville à 90 degrés et forcer dessus. Et après, ça peut être des exercices plus de dissociation de l'hallux avec les autres orteils, la force de la voûte plantaire, donc des exercices de pliométrie ou pas. De cette voûte plantaire, donc d'arriver à bien accrocher avec une balle, avec un chiffon, etc. Et justement, si tu procèdes au fur et à mesure de ta mise en place de programmation, tu procèdes à une pliométrie, comment tu ferais les choses? Est-ce que tu ferais les choses pieds nus, en chaussures? Avec quel type d'outils tu pourrais procéder? Alors quand je peux, le plus possible, je mets les athlètes pieds nus. Sauf que dans la réalité du terrain, les sportifs que j'ai, c'est à l'extérieur. Il ne fait pas toujours beau. Donc souvent, j'essaie de leur proposer des chaussures minimalistes. Alors il y a plusieurs marques qui existent, qui sont plus ou moins onéreuses. Et en fonction de leur budget, on peut trouver des chaussures minimalistes à 30 €. Donc c'est abordable quand même. Et j'essaie de les faire le plus possible ces exercices de pliométrie ou de course avec ce type de chaussures. Ensuite, s'ils ont des besoins, par exemple, d'endurance fondamentale, qui n'est pas forcément ma partie, mais là, je leur conseille plutôt d'aller sur une chaussure avec un plus gros amorti. Et quand on fait de l'ultra spécifique, et ben là, on va prendre les crampons, on va prendre les moulets, et on va aller sur les terrains directement. J'aime bien aller sur des surfaces assez dures comme une route ou une piste d'athlétisme, parce que c'est une surface stable, qui est dure, et l'athlète a plus de facilité de renvoi. Il y a moins de risque de blessure dans le sens où il y a moins d'instabilité. Et après, quand il y a les premières coordinations motrices de base qui sont comprises, là, on peut aller ensuite sur un sol plus mou. Mais c'est vrai que d'arriver à être sur un sol vraiment meuble comme un terrain de foot et d'essayer de lui faire comprendre qu'il y a un rebond, c'est compliqué parce que le sol va s'écraser sous son propre poids, donc à sentir, c'est pas facile. Ok, ouais, je vois très bien. Tu l'amènes dans ton environnement pour qu'il puisse saisir ces choses-là. Quand on pense vitesse, on pense forcément aux jambes. Tout à l'heure, tu en as un petit peu parlé du rôle des bras, tu as parlé des 4 segments. Quel est finalement le rôle des bras dans le sprint? Essentiel. Essentiel, que ce soit pour des sprinteurs ou que ce soit pour des joueurs de sport collectif. Essentiel quand on veut courir vite et quand on veut créer de l'accélération. Pourquoi? Parce que l'épaule, alors je parle de l'épaule, en fait, c'est plus facile en termes de rotation que le bras en lui-même, mais l'épaule est liée à la chaîne croisée d'ouverture ou de fermeture. Et si en fait vous laissez vos bras être en passif par rapport à vos hanches, il y aura une connexion qui sera plus faible. Si quand donc c'est inconscient, mais si quand votre système nerveux il envoie l'information dans tout le corps et par la moelle épinière et que vous mettez l'action motrice des bras, cette action motrice-là, elle va alourdir votre corps quand il faudra l'alourdir et elle va l'alléger quand il faudra l'alléger. C'est vraiment très très important parce que déjà, d'une part, en termes biomécaniques,
à des moments, il faut qu'on soit un peu plus lourd sur l'appui pour mettre plus de tension sur cette phase pliométrique, principalement sur la phase excentrique iso de cette phase pliométrique, et ensuite plus d'allègement sur cette phase concentrique. Et si vos bras, en fait, ils sont tendus vers l'arrière, ils sont lourds, et ben en fait, ils vont en mettre du temps pour remonter. S'ils sont bien fléchis, avec une épaule bien relâchée, bah, les étirements ils sont respectés, la chaîne croisée elle sera respectée, et du coup, tout ira bien dans la bonne musique. Et dès que les athlètes, surtout les sprinters, arrivent à comprendre que les bras, ils doivent être, l'épaule doit être activée en 1 et pas en 2, et ben en fait, dès qu'on arrive à activer l'épaule en 1, la hanche, elle va s'activer aussi plus vite. D'accord. C'est marrant parce que je me rappelle à l'époque de Ronaldo, quand il était au Real de Madrid, le voir avec justement une course très Bras tendus. Playmobil, quoi. Et pour autant, c'est quand même un athlète qui avait des niveaux de vitesse assez élevés. Donc on peut se dire qu'éventuellement, avec certains ajustements, on aurait pu avoir un Ronaldo encore plus rapide sur les terrains de football. En fait, souvent, quand on voit il y a des athlètes qui courent comme ça aussi, mais quand on voit des sportifs qui courent avec les bras tendus, souvent, en fait, c'est qu'ils ont une incapacité dans l'épaule à venir monter le coude vers l'arrière. Et donc, du coup, pour rééquilibrer les masses, donc parce que quand vous avez un pied au sol, vous avez 3 segments libres, donc vos 2 bras et l'autre jambe, et ensuite, vous switchez de jambe, et les bras sont toujours segments libres. Bien sûr. Et en fait, c'est une question d'équilibre de masse. Et pour arriver à équilibrer les masses, il faut tendre le bras. Parce que la tête du coude ne peut pas aller vers le haut, vers l'arrière. Donc en fait, vous êtes obligé de tendre le bras. C'est pour ça qu'en fait, pour équilibrer ces masses-là, les joueurs tendent le bras, puis le remontent, puis le tendent. Et en fait, on voit une flexion-extension du coude très forte, avec un angle de l'humérus pas très ample, on va dire. La rotation devrait être dans l'épaule, avec le coude qui monte un petit peu quand même devant, mais par contre très loin derrière. En pratique, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour travailler ce genre de choses, donc avec un sprinter, mais aussi potentiellement avec un athlète de terrain de sport co? Alors il y a 2 choses. Est-ce que le sportif a compris cette coordination ou pas? Ouais. Et est-ce qu'il a les capacités musculaires, tendineuses, à faire ce mouvement-là? Mais déjà, un mouvement très bon, c'est de s'asseoir, jambes tendues au sol, des petits poids de 200 grammes, 300 grammes, 500 grammes, 1 kg, mais 1 kg, ça va être une masse trop importante. D'accord. Et fléchir le coude et essayer de faire des rotations uniquement du coude vers le haut et surtout très loin vers l'arrière. Et là, vous allez sentir un étirement en fait du deltoïde antérieur et d'autres muscles qui va faire que, ah ok, là, j'ai compris que ça travaillait, quoi. Donc d'arriver à créer beaucoup d'amplitude en fait, un peu comme une pendule, d'arriver à créer beaucoup d'amplitude dans ce coude. Ok. Ah, donc ça peut être des choses qui peuvent être intéressantes de mettre en place avec ce type de sportif. J'aimerais qu'on vienne sur la partie planification de l'entraînement. Quand on parle de sprint, on pense souvent à une action très très courte, de quelques secondes, on l'a dit tout à l'heure. Mais finalement, il y a aussi une répartition qui peut être faite, j'imagine, en termes d'endurance, en termes de tempo, en termes de haute intensité. Comment tu répartis les choses dans une périodisation annuelle? Alors, il y a des méthodes différentes. Moi, je n'ai pas la même méthode depuis le Covid qu'avant. Avant, j'avais une méthode beaucoup plus 2 séances de sprint par semaine, 2 séances d'aérobie dépassée par semaine, une séance de VMA, 2 séances de muscu, etc. Planifiées, organisées, etc., etc. Et c'était pour tout le monde la même chose, à quelque chose près, c'est-à-dire au pourcentage de leur répétition maximale ou au pourcentage de leur vitesse maximale ou au pourcentage de leur VMA à chacun. Maintenant, j'ai des athlètes qui se blessent un peu plus parce qu'ils sont un peu plus vieux et parce que la vie fait que j'ai eu des athlètes qui sont venus vers moi et qui étaient blessés. Donc du coup, là, on est presque au jour le jour ou en tout cas à la semaine. Mais l'organisation d'une semaine, on va dire, une semaine type, ça va être 1 ou 2 entraînements de vitesse pure ou d'accélération, 1 ou 2 entraînements de mobilité articulaire pour retrouver en fait ces amplitudes, ces grandes amplitudes, D'accord. 1 ou 2 entraînements de préparation physique,
et un ou deux entraînements de tempo run à 70%, 80% de leur vitesse maximale sur des 100, 200, 300 mètres. Voilà. Quand je dis un ou deux, c'est que ça dépend en fait des besoins de l'athlète, du moment de la saison, etc. Et aussi, ça peut être un entraînement dans la semaine de haute technique avec des choses beaucoup plus fines, sur des plots, des lattes, des bondissements, des choses comme ça, quoi. Donc là, de la coordination spécifique au sprint. Ça, on en fait aussi. Ok. Justement, notamment dans les sports collectifs, qui n'ont pas forcément cette appétence et ces connaissances du monde de l'athlétisme, quand ils font des séances de sprint, parfois ça peut ressembler à des séances de cardio, parce que les repos ne sont pas gérés, les volumes ne sont pas forcément connus. Quelles sont un peu les pratiques, le guide des bonnes pratiques d'un point de vue général en termes de volume, en termes de repos que tu pourrais conseiller sur une séance spécifique de sprint? C'est vrai que quand je vois mes collègues préparateurs physiques faire des séances d'accélération ou de vitesse maximale à des sports co, c'est toujours sous un fond d'aérobie. Mais aussi, il faut remettre dans le contexte qu'ils ont 10, 15, 20, 30 joueurs à gérer en même temps, qui ne peuvent pas individualiser la chose, et que le fait est que le foot, le rugby, le basket, c'est quand même des sports sous une base d'endurance. Donc, puis avec de la répétition de sprint. Voilà. Maintenant, si tu veux monter ton curseur de ton 100%, il faut être dans la qualité. Et si tu veux être dans la qualité, il faut être en repos structurel et en repos nerveux. Souvent, ce que je dis, et c'est déjà compliqué pour mes athlètes de sport co à respecter, c'est à chaque tranche de 10 mètres jusqu'aux 80 mètres, 1 minute de récup. Donc, si tu fais un 20 mètres à fond, tu récupères 2 minutes. Si tu fais un 50 mètres à fond, tu récupères 5 minutes. Quand je vais dire à un footballeur, ok, on va faire un 30 mètres à fond, tu récupères 3 minutes, c'est très très dur à comprendre pour lui et c'est très très long. Donc là, ce que je fais, c'est que je peux enlever à ça 1 minute. Souvent, j'enlève 1 minute. Mais en fait, ce que j'essaie de leur faire comprendre, c'est que je vais leur laisser énormément de temps de récupération, beaucoup plus que ce que eux pensent croire qu'ils ont besoin. Parce qu'eux, au bout de 30 secondes, ils sont capables de m'en refaire un. Mais je leur explique que, ok, je te laisse énormément de temps de récup. Par contre, quand tu y vas, tu y vas. Et c'est pas à 99%, mais c'est même pas à 99,5%. C'est quand tu y vas, c'est à fond, à fond, à fond. Et ça, c'est un peu dur à comprendre parce que le sportif de sport co, ou même nous, par exemple, des athlètes qui vont être sur du SP4, SP400, et ben, ils ont toujours cette petite retenue. À jamais vouloir aller vraiment. Et c'est pas conscient. Alors des fois c'est conscient, mais des fois c'est vraiment inconscient. C'est juste que leur corps il est habitué à aller sur certaines allures et en fait ils peuvent pas aller au-dessus. Et moi c'est déjà aussi de leur casser les barrières psychologiques et nerveuses de savoir c'est quoi toi ton vrai 100%. Parce que souvent on pense savoir ce que c'est. C'est un petit peu, j'en rigole avec mes amis qui font du demi-fond. Mais mes amis qui font du demi-fond, ils me disent on a fait une séance de vitesse, aujourd'hui on a fait 10 fois 200 à fond. Alors quand tu dis à des sprinteurs purs, on va faire 10 fois 200 à fond, soit ils s'en vont de l'entraînement, soit ils en font 2 et après ils arrêtent. Parce que les sprinteurs, par exemple moi j'ai 2 sprinteurs SP60, donc c'est vraiment des gars qui ont une très très grosse expression d'accélération. Quand ils vont faire des 30 mètres, je peux leur laisser jusqu'à 6-8 minutes de récup. Parce que émotionnellement, nerveusement, physiquement, ils ont tellement mis d'intensité qu'il leur faut beaucoup de temps pour récupérer. Ok, ouais, donc ça pète quand même pas mal de croyances de tout ce que tu nous racontes, donc c'est assez intéressant. Tu parlais de préparation physique dans la périodisation. Nos amis footballeurs ne sont pas forcément tous des adeptes de préparation physique et notamment de musculation en salle. Quelle est toi la place que tu apportes à tes athlètes de cette préparation physique en salle? Elle est essentielle parce que quand on veut progresser alors je parle de la course à pied à haute intensité, mais quand on veut progresser, on peut progresser en restant sur un terrain de rugby, un terrain de foot, une salle de basket, une piste d'athlétisme, on peut quand même progresser avec certaines choses. Mais au bout d'un moment,
vous allez avoir des déficits importants et on va arriver avec des déficits trop importants. Et donc, du coup, il va falloir qu'on régresse pour ensuite progresser, pour arriver à remodeler le mouvement de la course à pied. C'est-à-dire que si vous manquez de fléchisseurs de hanche, je peux vous dire 50 fois monte les genoux, Ça ne montera pas. ça ne montera pas. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il faut aller dans une salle, faire des choses analytiques, faire même des choses, pourquoi pas, avec des machines guidées. Donc souvent, les préparateurs physiques ne sont pas du tout friands des machines guidées, mais les machines guidées, elles sont très bonnes si on veut faire des choses extrêmement analytiques. Et moi, je sais que les machines guidées, elles vont être à l'opposé du spectre du sprint où mon athlète va courir sur un terrain. Mais c'est pas grave parce que si peut-être qu'il a besoin juste de ça à ce moment-là. Et que la préparation physique, c'est pas que de faire de l'haltérophilie. C'est très clair. On parlait tout à l'heure principalement de vitesse maximale, en tout cas de cette partie-là. En termes de développement de l'accélération, comment toi tu procèdes pour travailler sur cette première phase du sprint et notamment, je pense aux athlètes de sport co où cette partie-là elle est cruciale parce que c'est celle qu'on retrouve malgré tout le plus sur le terrain. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la première phase, en fait, il y a deux phases d'accélération, c'est-à-dire que tu as une première phase d'accélération qui est extrêmement brutale, extrêmement linéaire. Et ensuite, tu as une deuxième phase d'accélération qui, elle, commence à se courber pour ensuite arriver à vitesse maximale. Ce qui est important en sport co, c'est vraiment de travailler cette première phase d'accélération, c'est-à-dire c'est de relever la pente d'accélération, donc ce qu'on appelle nous, dans le jargon scientifique, le F0, et ensuite la puissance maximale. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à vitesse 0, à éjection, donc si tu es à deux pieds, donc je pars bien départ arrêté, tu as à deux pieds, vitesse 0, éjection deux pieds, premier appui que tu poses au sol, tu es à un tiers de ta vitesse maximale, 33% à peu près. À 8-10 mètres, tu es à 65-70% de ta vitesse maximale, ça dépend des profils. Donc en fait, l'accélération est vraiment très très brutale. Là, le but, c'est d'arriver à avoir cette alchimie amplitude-fréquence qui est parfaite. Très souvent, en sport collectif, il y a beaucoup trop de fréquence par rapport à l'amplitude. Évidemment, s'il y a un ballon en jeu, c'est d'autres choses. Parce que là, il y a un jeu avec ballon, donc une coordination à vouloir garder son ballon. Donc c'est normal d'abaisser son centre de gravité, de vouloir faire des foulées plus petites pour arriver à reprendre le ballon au sol et repartir. Ça, c'est normal. Mais on n'a pas tout le temps le ballon au foot. Non. Donc, quand il y a une demande d'accélération brutale, c'est-à-dire 4-5 pas, il faut avoir la volonté de vraiment avoir cette extension de hanche et cette flexion de hanche très brutale et de reprendre le sol très très fort. Et donc, il y a une alchimie fréquence-amplitude. Très souvent, il y a un peu trop de fréquence et pas assez d'amplitude. C'est très bien que tu dises ça parce que, en fait, quand aujourd'hui, l'avènement des médias, des réseaux sociaux fait que les caméras sont constamment focus sur le ballon et souvent très centrées. C'est parce que quand je travaille dans le monde du foot, ce qui est intéressant, c'est que les analyses vidéo souvent ne prennent pas les caméras qui ont été mises en place par la télé, parce que ce n'est pas des caméras qui leur sont utiles pour avoir une vue d'ensemble. Et c'est vrai que les sportifs, et notamment de ce que je connais le plus, le football, les footballeurs finalement touchent très 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 peu le ballon. C'est de l'ordre de 3 ou 4% sur la durée d'un match. Quand tu as besoin de faire un appel ou quoi, en fait, tu as peut-être, je sais pas, 2, 3, 4 joueurs qui vont se battre le ballon sur un bout du terrain, mais au final, il y a plein d'autres, tous les autres acteurs du jeu sont aussi en mouvement et peuvent justement faire des appels, des contre-appels, etc. pour justement moduler en fait ce jeu. Et quand tu n'es pas dans cette situation-là, tu peux te retrouver dans une situation entre guillemets beaucoup plus proche d'un sprint, sans les starting blocks, etc. Mais en tout cas, sans cette implication directe du ballon. Pour en venir sur l'aspect blessure,
la hantise des sprinters et de ceux qui courent à une certaine vitesse, ça va être de se péter les ischios. On a parlé tout à l'heure de l'antéversion, qui est un facteur qui peut être préjudiciable dans cette blessure-là. Quelles sont selon toi les autres erreurs qui peuvent t'amener à ce type de blessure? Alors, il y a le negative running, donc le cycle arrière, l'antéversion, on appelle ça de plusieurs manières. Les kinés appellent ça pelvic tilt. Il y a d'autres choses. Alors, ça peut être tout simplement que l'ischio il est faible, il est profondément faible, voilà. Mais ça peut être aussi que le retour de la jambe libre, c'est-à-dire que quand le pied il quitte, donc le pied il est à 0 km/h, il va revenir sous la fesse. Si tu cours à 35 km/h, ton pied quand il va revenir sur la fesse, elle va être à peu près 60, 65, 70 km/h. Donc tu passes de 0 à 70, c'est un peu brutal. Il suffit que ton quadriceps il soit trop activé et que là, dans le cycle contraction-relâchement, lui, il ne se relâche pas. Que là, quand l'ischio, lui, fait son swing, donc fait sa flexion, lui, il se contracte à fond pour fléchir le genou, lui, il reste contracté. Là, à l'accumulation des appuis au sol, tu auras une blessure. Tu peux avoir aussi le fait que les ischios sont extenseurs de la hanche quand tu as en chaîne fermée, mais l'extenseur de la hanche moteur, c'est le fessier. En tout cas, les fessiers. Si les fessiers sont sous-activés ou mal activés, c'est les ischios qui vont venir surtravailler et qui vont faire le job de eux-mêmes plus le job du fessier. Et au bout d'un moment, quand tu fais 2 jobs à la fois, c'est un peu compliqué. Donc là, tu peux aussi avoir un risque de blessure. Tu peux aussi avoir le fait que les adducteurs, c'est assez compliqué parce que d'un côté, ils sont fléchisseurs et d'un côté, ils sont extenseurs. Ouais, en fonction de la position. Voilà, en fonction de la position, si tu es en chaîne ouverte ou chaîne fermée. Donc tu peux avoir ça aussi, surtout en courbe, surtout quand tu es en curviligne, que si tu as un fessier un petit peu faible, que tu as l'adducteur qui travaille aussi, mais il est un peu faible en stabilisateur de ta hanche, donc plutôt dans le plan frontal, et qui ne vient pas bien stabiliser ta hanche, l'ischio il peut lâcher aussi. Donc quand l'ischio il lâche, on sait que l'ischio il a lâché. Par contre, maintenant, pour arriver à savoir quel a été le fait que l'ischio, donc la cause, ou la cause de la cause, que l'ischio a lâché, c'est un peu plus fin que ça. Ok. Pour ceux qui veulent pousser un peu plus loin sur ces notions de blessure aux ischios, j'ai fait un super podcast avec Brian Nitré. Ça date un petit peu, je crois que c'est l'épisode numéro 30, mais ça vous permettra de focus uniquement sur cette partie-là. Tout à l'heure, donc, on parlait des États-Unis et de l'Europe qui ont une philosophie différente. Toi, tu es parti récemment aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on devrait piquer aux Américains dans leur approche du développement de la vitesse et qu'est-ce qui, au contraire, on ne devrait pas du tout leur prendre? Alors, leur force déjà par rapport à nous, c'est qu'ils sont professionnels. Nous, des entraîneurs professionnels, je parle en athlétisme, des entraîneurs professionnels d'athlétisme, il n'y en a pas beaucoup. Je pense qu'on doit être 1% au max en France. Donc déjà, qui dit professionnel dit c'est ton travail, donc tu as du temps à passer. Et tu as aussi du temps de formation à avoir, donc logiquement, et encore je dis ça c'est logiquement, c'est pas une vérité, mais tu dois être plus compétent que ceux qui sont bénévoles. Ça c'est pas une vérité. Là où aux États-Unis, tu n'as pas de bénévoles, c'est soit des coachs pros qui sont dans les universités, soit ensuite, quand tu as fini ton université, tu as 2-3 choix. Si tu es bon et que tu as un sponsor, là tu passes athlète pro, ce qu'ils appellent OP, Olympic Project. Bim, tu passes athlète pro, tu as ton coach en fonction. Chaque marque, Adidas, Puma, Nike, chaque marque a son coach, nanana. En gros, c'est ça. Soit si tu es moyen, ou en tout cas si tu n'es pas hyper fort et que tu as un peu d'argent, tu peux aller vers un coach privé. Si tu es fort ou moyen et que tu n'as pas d'argent, t'arrêtes. Donc ça, je ne pense pas qu'il faut qu'on leur pique. Mais c'est aussi ce professionnalisme dans les universités, dans les lycées, qui amène aussi le fait qu'il y a beaucoup d'athlètes qui sont forts. Et c'est aussi la culture de
Le sport, en fait, c'est reconnu comme une vraie discipline scolaire et même au-dessus de ça. C'est-à-dire que quand tu es un athlète étudiant, tu es mis sur un piédestal, alors qu'en France, quand tu es un athlète étudiant, tu es un peu montré du doigt, les profs, ils n'aiment pas trop ça, ils veulent que tu sois plutôt dans tes études, et c'est compliqué de allier le sport et les études. Ou en tout cas, ceux qui y arrivent, félicitations à eux en France, mais c'est jamais facile et c'est toujours un parcours du combattant. Donc ça, c'est sur la partie plus écosystème. Maintenant, sur la partie technique et biomécanique, ils ont une capacité d'entraînement bien plus importante que nous, c'est-à-dire que ils y vont un peu à la bourrine parce qu'ils ont de la masse en termes de nombre d'athlètes, donc ils peuvent se permettre ça, que nous, en France, on ne peut pas. Et ils ont aussi de la détection. Et quand je dis ils vont à la bourrine, c'est qu'en fait, ils peuvent faire des séances qui durent 3-4 heures. Et au fur et à mesure des mois, au fur et à mesure des années, et plus tu engranges d'entraînement, plus tu vas progresser. Nous, en France, la séance moyenne, elle dure 1h30, 2 heures dans le cadre associatif. Et temps effectif d'effort sur ces 1h30, 2 heures, c'est 30 minutes. Et 30 minutes encore, parfois je suis gentil. Aux États-Unis, tu t'entraînes le matin, tu es à la piste, l'après-midi, tu es à la salle de préparation physique ou en mobilité, etc. etc. Donc déjà, tu es en bi-quotidien, tu t'entraînes beaucoup plus, souvent il fait plus chaud. Les athlètes sont plus professionnels, eux, dans leur tête. En France, c'est quand même, les athlètes sont moins professionnels dans leur tête. Les coachs sont plus professionnels, c'est-à-dire que si toi, tu n'es pas bon, on ne va pas te payer. Alors qu'en France, c'est le coach du club et l'athlète vient au club. Du coup, c'est l'athlète qui va avec ce coach-là. Tu as un lien un peu coach-athlète qui se crée. Mais du coup, quand l'athlète il est plus satisfait, il part voir un autre coach et du coup, tu as un lien un peu malaisant et un peu nocif parce que le coach qui a perdu son athlète, il a un peu la rage. Et du coup, ça, c'est pas très très sain. C'est pas très sain pour le club, c'est pas très sain pour l'athlète, c'est pas très sain pour la structure. Aux États-Unis, tu y vas, tu payes ton coach il te paye plus, tu changes de coach. C'est très très sain. C'est business, mais c'est très sain. Alors qu'en France, cet écosystème-là, il est très bien pour le sport associatif, le sport loisir, voire même un peu le sport jeune. Mais quand on arrive sur les sports de haut niveau, il est plus adéquat sur le sport de haut niveau. J'entends. Tout à l'heure, tu disais que depuis le Covid, tu avais changé certains aspects dans ton coaching. Est-ce que tu peux nous donner un concept que tu as appris récemment et que tu as pu implémenter dans ta façon de coacher? Alors, le grand concept depuis 6 ans, c'est l'isométrie. Avant, je faisais beaucoup de excentrique, concentrique, pliométrie, voilà, dans mes séances de préparation physique. Et très peu, voire peu d'iso. Et en fait, là, quand on arrive pendant le Covid, moi j'avais des athlètes, soit ils s'entraînaient chez eux. Déjà au début, on n'avait pas le droit de se voir, je ne sais pas si tu te souviens, on avait 3 mois, on ne pouvait pas se voir. Et c'est là où j'ai commencé à écouter des podcasts. Je crois que le premier podcast que j'ai écouté, c'était celui de Fred Cossé sur l'isométrie. Et après, j'ai regardé d'autres choses, etc. etc. Et là, j'ai dit, attends, si je leur fais acheter une sangle à 3-4 euros chez Castorama, on peut quand même faire des trucs pas mal. Et je leur ai tous dit, achetez des sangles. Et donc, ils sont tous allés acheter une ou deux sangles chez Casto. Et je leur ai monté 2-3 exos à base de hip thrust, à base de soulevé de terre, à base de squat, tout en iso, à base de fléchisseur de hanche, etc. Donc j'ai dû imaginer des choses. Et en fait, c'est là que j'ai vu que quand ils voulaient jouer le jeu et quand tu pouvais mettre du nerveux, c'était pas si mal, quoi. Et j'ai gardé certaines choses, j'en ai enlevé, mais j'en ai gardé aussi beaucoup. Et donc, ouais, l'isométrie a été un peu un bon révélateur pendant le Covid. Et là, une autre depuis 2-3 ans, je dirais, c'est l'iso inertiel. Qui est très peu connu. Il y a très très peu de gens qui ont écrit des choses dessus. Il y a très peu de formation. Il n'y a pas du tout de formation, je crois. Et c'est un bel outil.
C'est pas qu'un outil à machine excentrique, hein, c'est un peu plus compliqué que ça. Ça dépend aussi de l'outil que vous avez. Est-ce que vous avez un outil à un seul axe? Est-ce que vous avez un outil en cône? Il existe plusieurs types d'outils. Mais ouais, j'utilise un peu ça. Ok. Ouais, c'est vrai que l'isométrie, moi aussi, c'est des choses que j'implémente davantage parce que c'est davantage documenté et puis même référencé dans notre domaine. Mais c'est vrai que ça nous montre qu'avec très peu d'outils, tu parlais d'une sangle, on peut faire des choses top. Et j'en discutais avec mes potes Maxime et Adrien Blacher. On a fait un épisode tranquille entre nous sur du surcoté, sous-coté, sur des thématiques en lien avec Il y avait le Bossu dedans. la santé et la performance du sport, exactement. Et on avait parlé aussi d'isométrie. Et voilà un petit peu ce qu'on en pensait. Principalement, on pensait que nous, c'était sous-coté d'un point de vue très, très large. Mais pour autant, c'est vrai que la problématique, c'est que ça peut vite être assez redondant et complexe pour un athlète de mettre ça en place de manière régulière. Ça manque un peu de ludique et de variation par définition. Mais pour autant, c'est quelque chose d'assez passionnant si on veut s'y plonger. Et pour revenir sur Fred Cossé, on a fait un épisode aussi avec Fred en présentiel, c'était top. Donc, pour ceux qui veulent checker tout ça, je leur mettrai le lien directement en description. Si tu avais une phrase pour résumer ta philosophie du sprint, ça serait quoi? La vitesse, c'est de la pliométrie. Simple. Ça revient un petit peu avec ce que tu disais, même dès le départ du podcast. Quand tu regardes, on parle beaucoup en muscu du spectre force-vitesse et il est assez simple à comprendre en fait. Quand tu mets un accéléromètre, tu vois les déplacements de la barre, moins de, je crois que c'est 0,3 mètres secondes, tu sais que tu es en force. Après, bon, si tu es en hypertrophie, c'est autre chose, mais tu es en force. Entre 0,3 et 1,1, je crois que tu es en puissance, etc. Ouais. En vitesse, c'est un peu plus compliqué. Hein. Tu as beaucoup plus de data. Donc là, il faut se référer aux études et à tout ce qu'a vulgarisé Jean-Benoît Morin. Mais voilà, tu as la F0, tu as la puissance max, tu as la V0, tu as la pente d'accélération, donc le DRF. Enfin, il y a pas mal de choses. Et en fait, on se rend compte que départ arrêté, en starting block, tu mets presque pas, voire pas de force maximale. Donc dans ce côté force maximale, tu n'en mets pas en fait. Tu es au mieux un petit peu à l'éjection en puissance-force. Et très très rapidement, tu passes sur ce côté puissance-vitesse, puissance-vitesse, vitesse, voire survitesse, etc. Très rapidement, éjection 1, 2, 3 premiers appuis, on peut considérer que ce n'est pas vraiment de la pliométrie. Ensuite, c'est quand même beaucoup de la pliométrie. Vraiment. Ok, trop cool. Je vais te poser ma dernière question, ma question passe décisive. Qui aimerais-tu entendre passer au micro du squat de la performance? Une ou je peux en donner deux? Tu peux en donner autant que tu veux. Arnaud Ferrec et Jérôme Siméon. Bah, trop cool. C'est des noms de haut vol, donc avec grand plaisir si on peut échanger avec eux. S'il y avait une chose que tu aimerais que les gens retiennent de cet épisode, ce serait quoi? Souvent, la vitesse, elle est sous-cotée dans les sports collectifs. Et il suffit que vous sachiez courir sur un 10 mètres à un dixième de seconde plus rapide sur un 10 mètres et que vous pouvez faire la différence sur votre adversaire. Ouais, clairement. C'est très vrai. Donc, merci beaucoup, Jérémy. Avec plaisir. Merci à toi qui nous a écoutés jusqu'au bout. N'oublie pas de t'abonner au Squat de la Performance sur YouTube et ta plateforme de podcast préférée. Sache que si tu peux mettre un petit commentaire, on y répondra avec grand plaisir. Ça aide clairement au référencement du podcast. Et peut-être que tu as pu apprendre certaines choses par rapport au témoignage de Jérémy. On fait des épisodes chaque semaine en solo et en interview comme ici. D'ici là, je te souhaite de prendre un maximum de plaisir dans ton sport. Force! Salut!